1940. The Second World War has just broken out. Belgium's neutrality is flouted. Germany invades. This film recounts the story of the Jewish children who for 4 years escaped the clutches of their Nazi executioners. At the beginning of the war, Prince Eugène de Ligne and his wife, Princess Philippine, decide to transform their home, the Château de Belleuil, into a summer camp for underprivileged children. It isn't long before the Prince and Princess, faced with the news of the roundups of Jews that became a stark fact at the beginning of 1942, decide to play their part by also taking in Jewish children. It's here that the Foyer Léopold III, founded with the help of the Œuvre Nationale de l'Enfance and the Belgian Red Cross, start sheltering Jewish children. Their saving grace is that they become lost in the mass of children flooding in from all over Belgium. 65 years have gone by as Albert Racimora crosses the bridge of the Château de Belleuil, whose walls gave him shelter and saved his life. It's an emotional moment as he delves into his childhood memories. Qu'est-ce qu'on a joué ici? Quand même. On a couru ici, hein? The Château's park, set in a lovely green setting, is nature at its best. It'll be home to the children, whatever their faith. Et il y a eu la grande rafle rue Reusdal, rue du Chapeau, rue de Fienne. C'était épouvantable. On entendait les femmes crier dans les rues parce qu'on n'embarquait pas tout le monde à la fois. On n'embarquait que les hommes et les enfants, et les femmes ont été embarquées le lendemain. Et je me souviens les cris des femmes dans les rues, ça m'est resté dans la mémoire. Et de là, ma mère m'a emmené à Uccle, place Saint-Just, dans une pension d'une dame qui avait quelques enfants juifs. Et on est resté là une quinzaine de jours, 3 semaines. Et en ce moment-là, on a été pris par la Gestapo, donc entre autres ce collaborateur juif, Jacques Mousset, on appelait Jacques Mousset, et qui, avec les autres gamins, nous a déculottés, on avait des faux papiers, nous a déculottés pour voir si nous étions circoncis. Et les temps, naturellement, je me souviens de cette scène quand j'ai dû baisser mon pantalon et j'étais sur une table. Je me souviens très bien, c'est une image qui m'est restée marquée pour la vie. Ma mère ayant cet instinct très particulier de conservation, elle est venue me chercher. Et c'était une bataille, elle ne voulait pas me lâcher parce qu'elle avait un nombre d'enfants à remettre à la Gestapo et j'aurais été absent. Bon, ma mère n'est pas venue me libérer, et on est reparti. Je me souviens, j'étais en pyjama, dans ses bras, chaussée de Waterloo, il y avait le tram vicinal qui passait chez de Waterloo. C'est une image qui m'est restée encore dans la vue, je me rappelle, dans une couverture. Et de là, je suis rentré à Bruxelles, et le lendemain, un réseau dont Mme Perelman s'occupait, entre autres, m'a emmené vers le château de Belleuil. At the age of 20, André Guelen, a teacher at a secondary school in Brussels, comes into contact with Jewish children. She decides to help them and joins the underground, and she never looks back. For 4 years, women like her will snatch Jewish children from the jaws of deportation, always risking their lives. Ça remonte à 1943, début 1943, quand nous avons eu la possibilité d'aller conduire des enfants à Belleuil. Mais est-ce sans doute l'angoisse du transport des enfants? Ce sont des noirs chez moi. Ce sont des trous noirs. Le moyen par lequel nous sommes arrivés à Belleuil, je ne pourrais même pas vous dire. Ce qui est possible, ce qui est même à peu près certain, c'est qu'il y avait, est-ce tous les 3 mois, est-ce tous les 2 mois, il y avait des groupes d'enfants qui partaient directement de Bruxelles à Belleuil, conduits par des moniteurs de Belleuil. À ce moment-là, nous n'étions pas là. C'est seulement quand on conduisait 1 ou 2 enfants. Sinon, les enfants partaient dans le groupe d'enfants. Mon rôle à moi consistait à aller voir la famille qui nous appelait au secours, qui nous disait voilà, on recevait des petits papiers, j'habite encore à mon adresse officielle à telle et telle adresse, donc susceptible d'être arrêté du jour au lendemain. Et
nous avons 2 enfants de tel âge et tel âge, au secours, venez les chercher. Si on ne connaît pas le fonctionnement de la manière dont nous mettions les enfants dans la clandestinité, ceci ne peut rien vous dire. Mais 601, moi je sais que ceci représentait le numéro de code de Belleuil. 601, c'est Belleuil. Et en dessous du 601, on retrouve sous un nom de code, on retrouve les faux noms de tous les enfants qui y étaient cachés. Les femmes dont je vous parle, Yvonne, Brigitte, Jeanne d'Asterno, Solange, Catherine, moi-même, les femmes qui travaillaient dans le bureau, Renée, Pauline van der Hagen, Fernande, tous ces gens-là, ben, nous étions au total une 12aine de femmes. Mais au-dessus, il y avait quand même une tête pensante. Et la tête pensante de l'organisation, ça a été avant tout Maurice et Steiber. C'est eux qui ont au départ chapeauté et organisé le travail de tout le monde. Parce qu'il faut bien vous dire que en province, les gens ne savaient pas qu'il y avait des rafles à Bruxelles. On le savait à Bruxelles, à Anvers et à Charleroi. Le restant de la population ne savait absolument pas ce qui se passait. Et quand moi j'allais pleurer, si je puis dire, pour qu'on prenne les enfants, et quand je racontais ce qui s'y passait, qu'on arrachait les gens de leur maison, on lançait leurs vêtements par la cage d'escalier, on les emmenait par camion à Malines, les gens étaient épouvantés, ils ne savaient pas du tout. Ici, nous étions témoins, mais je vous assure qu'en province, ils ne savaient rien. Et moi, je me souviens être passé dans des rangées de voitures de la Gestapo qui arrachaient les gens de leur maison. Je me souviens, rue de Mérode, un jour, être sorti d'une maison où j'avais été chercher un bébé qui devait avoir 20 mois, 21 mois, qui marchait à peine. Et je suis passé entre les camions de la Gestapo qui raflaient à ce moment-là dans ce quartier, avec le bébé dans les bras. Que la Gestapo dise à une jeune fille blonde avec des yeux bleus. Hein. Quand la libération est arrivée, eh bien, la plupart des parents avaient disparu. Donc les enfants sont restés où ils étaient cachés, soit dans des familles, soit dans des institutions, jusqu'à ce que notre organisme qui était pendant la guerre le comité de défense des Juifs, ça c'était le nom clandestin que nous avions, devienne après la guerre l'aide aux Israélites victimes de la guerre. On a créé, on les a jamais appelés orphelinats, on a créé des maisons d'enfants pour les recueillir. Parce qu'il faut vous dire que la plupart de ces enfants n'ont pas retrouvé leurs parents. Donc la prise en charge que nous avons faite pendant la guerre, elle s'est perpétuée après la guerre. On seeing it, memories of the time spent in the chateau's orangery come flooding back to Albert. His steps lead him to what had been his world as a child in hiding. Oui, on était nombreux. Mais je ne pourrais pas vous dire le nombre. Là, mais on était nombreux, l'orangerie était pleine. Et je me souviens très bien de la longue table le long de la fenêtre, où l'on prenait le petit déjeuner le matin, et les douches à l'arrière, et la grande salle où on avait le repas de midi, le repas du soir. Et voilà, j'en suis là. Maintenant, je suis en train de me retrouver. Je me retrouve, je regarde autour de moi, je vois Belleuil. L'orangerie, là, vraiment, ça m'a pris à la gorge parce que c'est un moment de ma vie où j'étais marqué comme gosse, quoi. C'est tout. Je vais par instinct, hein. Ouais. Il y avait les douches ici. Je me souviens, on s'est lavé ici. Et il n'y avait pas de cloisonnement entre. Belleuil took in more than 3,000 children during the war, and that meant alterations having to be made to the Prince and Princess de Ligne's residence. The chateau's outbuildings were transformed to house toilets, dormitories, and a dining room. Once the outbuildings were full, both children and their supervisors were further housed in the main part of the chateau,
The infirmary and the tiny operating theatre were located on the first floor in a wing dating back 600 years. A modest and generous man, Prince Eugène married Philippine de Noailles in 1917. Everyone agreed she was not only beautiful and intelligent, but also gifted with a strong sense of responsibility, which was to be of invaluable help to her husband throughout the war. Their first thought was their duty to mankind, helped by their numerous volunteers. Before the war, the prince had been in the diplomatic service. In 1947, he became Belgian ambassador in New Delhi. He had a sparkling diplomatic career and continued to devote himself to his work throughout his life. This little girl, photographed on a frozen lake, is the daughter of Dr. Simone Détrein and her husband, doctor and surgeon Léon Détrein. As a child, she accompanied her mother when she cared for the children at the château. Oh, maman a très simplement été appelée au château pour des enfants malades, pour commencer. Elle avait repris la clientèle de mon père qui était prisonnier. Et le prince Eugène de Ligne l'a appelée pour les enfants. Et elle est devenue directrice de ce home progressivement. Elle a été aidée, notamment par deux de ses amis. Mais il y avait très peu de médecins à l'époque parce qu'ils étaient tous à la guerre, les jeunes médecins. Donc c'est deux femmes qui l'ont aidée, Jacqueline Chamla et Carmen Coquelet. Tout enfant entrant avait un dossier qu'elle faisait, elle l'examinait complètement, c'est certain. Et tout enfant malade était examiné par elle aussi. Il y a eu toutes sortes d'épidémies. La plus bénie étant l'épidémie de poux, mais quand même difficile à éradiquer. Il y a eu des épidémies de rougeole, varicelle et autres maladies d'enfants, et une épidémie de scarlatine où là je ne suis pas venue au château. Maman ne m'a pas permis d'y venir. Il y avait une salle d'opération qui avait d'ailleurs été construite ou meublée plutôt, avec le matériel de la clinique de Belleuil. Des résistants et des réfractaires, les deux. Ces gens étant généralement cachés dans le bois rond autour du château ici. Et papa d'ailleurs allait les soigner à vélo aussi. En fait, ils étaient sportifs pour finir. Oui, c'est certain. Et alors les cas plus graves étaient ramenés soit à la clinique, mais la clinique à un certain moment a été très surveillée. Donc on a transformé une des pièces du château en salle d'opération. While care and attention was obviously a priority, another priority was education. The children who had made the château their home were taught reading and writing by proper teachers. On donnait cours dans les classes, dans les ailes. Il y avait des classes dans les ailes et il y avait des classes, je vous ai dit, qui donnaient dans les doux. Une institutrice, ça donne tout. Calcul, comme la lecture, alors l'orthographe, tout ce qu'on veut. All these women who were monitors at that time have a story to tell. Unfortunately, there are some who are no longer with us. They formed the nucleus of the staff right from the very beginning. Ginette, Nadine, Micheline and Yola were all in their early 20s. Having only just said goodbye to adolescence, they were plunged into a world at war. They all met up at Belleuil, all volunteers, all living the most impressive years of their youth. One of these women is Prince Eugène's daughter. Princess Yolande tells us how this great adventure came about. J'avais un oncle, Albert de Ligne, qui était président de la Croix-Rouge. Et comme il parlait très bien allemand, il a tout de suite proposé naturellement de parler au Gauleiter de Bruxelles, qui était le général von Falkenhausen. Et tout de suite, le général a dit qu'il pourrait donner des permis pour les camions et pour l'essence, parce qu'il manquait de l'essence pour chercher les pommes de terre. Alors, mes parents ont organisé avec le Secours d'hiver et la Croix-Rouge de Belgique
d'aller chercher dans les campagnes, partout où il y avait des pommes de terre, pour aider les pauvres à se nourrir. Et nous avons commencé comme ça, à quelques amis, et puis le foyer s'est agrandi, le prince désirait recevoir de plus en plus d'enfants, a mis tout son château, les dépendances à notre disposition, et ainsi nous avons commencé pendant les vacances d'été en 1941. Je vois un château merveilleux. Je fais la connaissance des enfants. Durant 4 ans, je me suis occupée des enfants. J'ai fait de tout. Tout ce qu'on peut faire autour d'un enfant pour lui donner les soins qu'il a besoin, quoi. J'avais un home de 50 avec mon amie Claudine van der Straat, Ponto. Elle avait les 25 filles, moi j'avais 25 petits garçons. C'était pas toujours facile. Nous avions les enfants, si mes souvenirs sont bons, après le petit déjeuner, et on s'en occupait jusqu'à 5 heures du soir. Après le lever, on disait la prière du matin. Et puis, les enfants se lavaient, s'habillaient, et on descendait en rang dans la cour du château, et on faisait un peu de gymnastique. La première année, on avait mélangé garçons et filles. Ça n'a été fait qu'une fois, on s'est rendu compte que c'était difficile à organiser. Et après ça, on a rangé l'orangerie pour les garçons. Les garçons étaient séparés des filles, c'est certain, complètement. Il n'y avait pas de mixité. Les filles étaient dans le château et les garçons à l'orangerie. C'était très beau parce qu'on longeait la grande pièce d'eau, le grand étang, comme on dit dans Belleuil, et puis on tournait à droite et on passait dans le potager, qui était une merveille. C'était un potager tout en carré, entouré de buis comme c'était dans le temps, et qui suffisait à alimenter, au point de vue légumes et fruits, tous les enfants. On allait au réfectoire. Et là, la chose principale qu'on voyait, c'est qu'il y avait une carotte fraîche à côté de chaque tasse. Donc les enfants avaient ça comme apéritif, comme vitamine le matin. Il y avait des enfants qui avaient faim et ils disaient « Seigneur, bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas, cette table accueillante et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. » Procurer du pain à ceux qui n'en ont pas, c'était quand même une pensée pour les enfants qui avaient faim pendant la guerre. C'était pas facile à faire, de garder tous ces enfants plus ou moins massés et ne pas les perdre dans les bois, qui était ce qui nous arrivait de temps en temps. Les enfants passaient en chantant, ça animait très fort ce village. Et c'était chaque groupe avec son fanion, sa couleur, et ils chantaient. C'était des petits chants d'enfants, des petites marches d'enfants, je dirais. Chanter, promener. Je promenais énormément dans les bois l'après-midi. Après la sieste, on me promenait. On faisait du théâtre, mais nous étions émerveillés. Il y avait un spectacle de marionnettes. On y participait. Noël, un grand arbre de Noël, je vous ai dit très dangereux à mon avis maintenant, mais bougies et cheveux d'ange, mais aussi un petit paquet par personne. C'était une merveille, on n'avait pas ça à la maison. C'était le prince de Ligne qui avait tout organisé. On nous avait dit, il vous faut les tabliers blancs, nous allons vous faire des petits bonnets, les insignes avaient été faits aussi. Nous avions tout reçu. La seule chose que je savais, c'est que les robes que nous mettions la journée, notre uniforme, avait été fait à Belleuil, dans les rideaux des salons et des chambres à coucher. On était très respectueux d'abord. Hein. On les aimait beaucoup parce que ils étaient très gentils. Le prince Eugène avait une force intérieure énorme, une discrétion extérieure énorme.
Le prince voulait vraiment que les enfants soient des rois ici. Ça. On sentait qu'il avait une affection, et la princesse Philippine aussi, hein, une affection profonde pour les enfants, qu'il les aimait vraiment. Mais c'était elle qui s'occupait de tous les frères Léopold III. Elle avait une personnalité extraordinairement ferme. Elle était très belle d'ailleurs. Ma mère a pris en main Bruxelles et mon père a pris en main Belleuil. Et elle était dans son bureau, je la vois encore en uniforme de la Croix-Rouge, et elle coordonnait tout pour tous les foyers. Being extremely well respected and descended from one of the oldest families of the European nobility, Prince Eugène and his wife managed to keep secret what their château was really being used for. Une fois, à 5 heures du matin, j'ai été réveillée par Madame Rollin. Les Allemands sont là, ils passent dans toutes les chambres des bénévoles, ils veulent connaître. Et alors, à ce moment-là, nous avons pu donner l'alerte. Et je savais celles qui étaient un peu dans l'armée secrète, et on a pu les cacher. Les Allemands sont passés et pendant, je ne sais pas, une demi-heure, 1 heure, et puis ils sont repartis. Un jour, la nuit, j'ai entendu les bruits de bottes dans la cour. Et ils montaient l'escalier. Je dormais dans la chambre de ma mère, à côté de celle de mon père. Et j'ai entendu ça et je suis partie un peu terrifiée, m'enfermer dans la salle de bain. Et 2 secondes après, quelqu'un était venu à ma porte. Et en même temps, j'entendais la radio de mon père aller très fort. Et on avait l'habitude d'écouter la BBC, mais c'était défendu. Alors il avait l'habitude de tourner le poste. Et je me suis dit, il est parti, ils ont dû essayer la radio parce que ça allait très fort. Alors il a ouvert la porte et c'était quelqu'un de la Gestapo avec une mitraillette contre moi. Imperméable, chapeau typique. J'étais blanche, plus blanche que ma robe blanche, je crois. Et puis il a pris le verre à dents de ma mère. Et il a pris de l'eau et puis il m'a dit, est-ce que vos frères sont encore chez des cousins en France? Et alors j'ai dit, mais est-ce que vous arrêtez mon père aujourd'hui? Enfin, et il a dit, on verra. Puis il est parti. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants juifs. Et puis avec la directrice qui était à l'époque, un peu plus tard, Madame Rollin, nous le savions. Il fallait être terriblement discret. Il ne fallait pas en parler. Alors on ne les montrait pas. Moi j'en ai vu, j'en avais quelques-uns. Mais c'était tout à fait tabou. On ne faisait aucune différence et eux ne parlaient pas juif entre eux. Justement parce que peut-être qu'on les avait mis en garde, les enfants. On devait être très intime avec eux pour qu'ils vous racontent. En général, on faisait très attention de ne jamais en parler, de ne jamais les mettre dans une situation difficile. Je me souviens très bien de toute une série d'enfants juifs. Je crois qu'ils ont fait ça très naturellement. Qu'ils ne se posaient pas de questions. C'était à faire, c'était à faire. C'était de braves gens qui voulaient le bonheur des enfants, ça c'est sûr. Toutes ces personnes qui ont travaillé ici, c'est certainement mus par ça. Ils ont eu peur, ils ont eu du mal, et ils se sont amusés aussi, ensemble, de façon très égalitaire et très constructive. Let us put those words in a different context. Being egalitarian, constructive, imaginative was what it took to safeguard the anonymity of the Jewish children. There was a priest attached to the chateau, and it was he who entered the children in the parish register. The Jewish children were treated exactly the same as all the other children. They were baptized and did their communion. To make the whole thing even more plausible, both the prince's family, as well as many of the monitors, put themselves forward as godfather or godmother during these fake conversions. One should understand what is meant here. The Jewish children were treated exactly the same as the other children. And yet after the war,
all the Jewish children who stayed at Belleuil returned to their own religion, Judaism. The priest simply used a small red abbreviation which stood for the initials of the Foyer Léopold III to separate and respect each children's beliefs. J'ai été la marraine d'une petite juive. Un jour, j'ai trouvé cette petite-là de mon groupe, qui faisait partie de mon groupe, et elle pleurait. Et je lui dis, eh bien, je n'ai pas encore de marraine. On va me baptiser et il faut une marraine et je n'en ai pas. Si tu veux, moi je veux bien être ta marraine. Et alors, elle m'a embrassée, tellement elle était heureuse que j'avais bien voulu être sa marraine. Monsieur l'abbé Van Ross, à ce moment-là, qui était ici à titre au château, les a pris en charge. Et c'est vrai que c'était très émouvant parce qu'on se disait, on savait quand même que ça avait une signification de baptiser comme ça des grandes filles et qu'on disait c'est pour les sauver. Mais on n'allait pas plus loin. Dear Mademoiselle, I would like to offer you my warmest congratulations. Take care of your godchild and come back to us in a few days. We're all looking forward to seeing you again at Belleuil. My sincere wishes, the Prince de Ligne, Belleuil, 7th of July, 1943. J'avais une petite juive dans mon groupe, et une ou deux, plusieurs d'ailleurs. Donc on était au courant, mais on n'était pas au courant de ce qui se passait, de l'impact que cela pouvait avoir si les Allemands l'avaient appris. Et j'ai une petite juive de mon groupe, la petite Sonia, qui ne savait pas un mot de français, elle était polonaise. Et cet enfant-là ne parlait pas un mot de français. Donc on la gâtait encore plus que les autres. Elle était toujours sur les genoux d'une demoiselle à l'autre. Et ses parents sont revenus un jour la voir, mais on a su qu'après la guerre, qu'ils avaient été arrêtés à Bruxelles, vendus sans doute par quelqu'un, et qu'ils ont fini leur jour à Auschwitz, au four crématoire. The liberation of Belgium began on the 3rd of September 1944, and on the 8th of May 1945, Nazi Germany capitulated. This heralded the end of an era at the chateau in the lives of the people who had worked and lived there, who had given up everything for 4 years to care for these children. Nous étions là, on nous a dit les Américains sont là et nous sommes précipités avec les enfants sur les jeeps et nous avons reçu des bonbons, des cigarettes et c'était vraiment la joie. Il y a 2 chars américains qui s'amènent, qui vont bientôt passer devant le château, donc tout le monde a couru à l'entrée là, du château et en effet on a vu arriver un camion. À courir tout le centre de Bruxelles, en partie assis sur le toit d'une voiture anglaise, avec des Anglais à gauche et à droite. C'était une nuit inoubliable. Everyone let their hair down in relief at their newfound liberty. The troops had brought along the necessary ingredients to make everyone forget those terrible times. One of them was a new kind of music from across the Atlantic. But for the young people who had survived the war, the feeling of a lost adolescence was never far away. On n'a pas été vendu par personne. C'est après quand on... Et puis que j'ai rencontré mes petites juives et tout, et qu'elle m'a raconté que ses parents avaient été brûlés à Auschwitz et tout, j'ai compris pourquoi qu'on les avait essayé de les sauver ici. Voilà.
After the liberation, the Prince and Princess de Ligne continued their work for those much less fortunate than themselves. They also opened their doors to the Allies en route to Germany. Once again, the colors of the House of Ligne fluttered over the chateau. The lawns will forever hold the memories of the joyful shouts of children, as well as their suffering, separated from their parents, for some, forever. J'ai un vide, je vais dire une chose, il y a un vide entre de ma jeunesse vers mon enfance. L'enfance, j'ai pas eu d'enfance. Et puis, il y a eu l'après-guerre où nos parents avaient de grosses difficultés pour retrouver un moyen de subsistance parce qu'on nous avait tout pris. Donc, un début d'enfance malheureux et j'ai été très marqué. Et c'est pour ça que entre mes enfants et moi, il y a une certaine cassure, un non-langage entre eux et moi. David Rossler is the president of the Association of the Hidden Children in Belgium. The aim of the association is to bring together the men and women whose childhood had been sacrificed for the war. Les enfants cachés ont été créés en Belgique suite à une réunion qui s'est tenue en New York en 1991. Plusieurs milliers d'enfants cachés du monde, des enfants juifs cachés, se sont retrouvés à New York. Le but de l'association qui s'est donc créée au retour, c'est essentiellement la perpétuation de la mémoire de ce qui est arrivé à ces enfants qui ont été cachés en Belgique et aussi de permettre de perpétuer l'hommage, la mémoire et de rendre hommage aux gens qui nous ont sauvé la vie, tout simplement. We are in the place of remembrance set aside to commemorate all the victims of Nazi crimes. Founded by an act of the Israeli Knesset in 1953, the Institute of Yad Vashem in Jerusalem is situated on the hills overlooking the city. Yad Vashem is a vast, sprawling complex of tree-studded walkways, leading to museums, exhibits, archives, monuments, sculptures, and memorials. Yad Vashem gathers together the names of all the martyrs of the Shoah. Its aim is to perpetuate the individual and collective memory of these martyrs. The walls at the entrance are covered with the names of the righteous among the nations. The State of Israel granted their Highnesses, the Prince and Princess de Ligne, the title of Righteous Among the Nations. This honors those men and women who, during the Nazi occupation, hid Jews at great risk to their own lives.